Alors nous sommes devant la statue de Saint Paul, qui est l'autre grande œuvre qui subsiste du maître-autel de l'abbaye Saint-Père de Chartres. Il y avait un Saint Paul, un Saint Pierre et une Vierge à l'Enfant, mais seul le Saint Paul est aujourd'hui repéré et c'est l'un des fleurons de la collection du Musée des Beaux-Arts de Chartres qui en a généreusement ici accepté le prêt. Saint Paul retrouve donc les reliefs du maître-autel dont il est séparé depuis plus de 220 ans. Donc c'est assez intéressant de pouvoir faire le rapprochement à nouveau entre des œuvres qui ont vraiment été conçues pour être vues ensemble. Alors ce Saint Paul est très probablement l'un des chefs-d'œuvre de la sculpture de la Renaissance française et en tout cas c'est une œuvre très emblématique de ce qu'on appelle le maniérisme. C'est-à-dire ce courant artistique qui consiste à étudier de très près la réalité, mais aussi à s'en détacher et à s'éloigner du réel, en quelque sorte à le réviser avec un objectif esthétique. Et ici, on voit que François Marchand connaît très très bien l'anatomie. C'est très sensible, notamment dans des détails, comme le genou ici qui est presque visible par transparence au travers du drapé. C'est visible également dans la main gauche qui tenait en fait l'épée de Saint Paul, et cette main est crispée sur le pommeau et on voit les tendons qui apparaissent. Donc c'est vraiment un sculpteur qui connaît très bien l'anatomie. Et en même temps, lorsqu'on regarde cette œuvre, on est frappé par un caractère un peu invraisemblable de cette anatomie. Alors il y a d'abord ces proportions tout à fait stupéfiantes, avec la tête qui est en réalité toute petite par rapport à la proportion générale du corps. C'est un corps en fait qui est presque un corps décroissant, c'est-à-dire que la partie basse est plus longue que le torse, et le torse lui-même est surdimensionné par rapport à la tête. Et donc il y a un effet d'élongation très particulier qui est provoqué par cette déformation qui n'est pas une déformation accidentelle, qui est vraiment une déformation voulue par l'artiste. Autre effet absolument surprenant, le mélange entre le caractère statique et le caractère animé de la figure. Alors, il y a quelque chose de très statique parce que l'œuvre est en grande partie frontale, notamment au niveau du torse, et puis aussi parce que les bras sont très collés le long du corps. Mais il y a aussi du mouvement, notamment au niveau des genoux. Vous voyez qu'il y a un genou qui s'avance très sensiblement, et surtout il y a ce bassin extraordinaire, c'est-à-dire que le torse est de face, mais le bassin, lui, est oblique. Bon, c'est une position que je vous déconseille d'essayer de reproduire dans la réalité, c'est absolument anatomiquement invraisemblable, mais ça produit un effet très fort à la fois de présence solennelle et en même temps d'animation et d'émotion. Et peut-être la volonté de toucher l'observateur de la sculpture par l'émotion, elle culmine sur le visage. Alors il y a tout d'abord l'animation extraordinaire de la barbe et de la chevelure avec ce traitement complètement mouvementé, agité avec des sortes de vagues ou d'ondulations qui font des courbes et des contre-courbes. Et puis au sein de ces ondulations, il y a des perforations absolument subtiles qui viennent donner de la profondeur. La plus belle peut-être des perforations, c'est celle qui se trouve ici. En fait, la mèche est percée d'un trou, donc il y a une sorte de petit point comme ça d'ombre qui est créé à cet endroit-là. Et ce qu'il faut regarder donc de très près, c'est le visage, où nous avons la bouche entrouverte, les yeux qui sont plissés presque totalement fermés, et les globes oculaires sont presque en contradiction avec l'arcade sourcilière qui est elle-même en contradiction avec le mouvement des sourcils. Donc on a une sorte de juxtaposition de mouvements contradictoires qui sont là pour souligner l'expressivité du visage et que le saint est en train de nous parler. C'est le sens de cette bouche ouverte et le message a une puissance un peu terrible, inquiétante, avec ce regard très profond, parce que du coup les yeux sont enfoncés dans les orbites et puis les plis des sourcils sont particulièrement mis en valeur. Donc c'est une œuvre à l'expressivité intense. C'est une œuvre aussi où il y a un enjeu plastique très important dans la question des drapés. En fait, le saint porte un manteau qui est tenu par une sorte de lien ici. Et donc il y a ces nœuds à chaque extrémité des liens. Le manteau est en train de descendre sur son torse, il passe derrière, il revient derrière les hanches et il est repris ici par un très gros nœud. Et ce manteau très bouillonnant, avec des effets de plis, avec des effets presque d'arêtes cassantes, contraste avec la chemise
qui elle est beaucoup plus plaquée et qui va laisser voir presque des parties de corps. Et cette chemise elle-même, c'est cette particularité de ces tenues un peu déstructurées, enfin j'allais presque dire il est débraillé, hein, on a l'impression qu'il n'est pas habillé correctement, mais c'est qu'il y a là un mécanisme à la fois de mise en valeur des drapés et aussi de jeu sur le corps totalement dénudé, le corps pas dénudé mais en fait visible presque par transparence, et le corps caché dans le bouillonnement des drapés. Et ce jeu très particulier amène à se poser un peu la question, là encore, de l'origine de cette idée. Et d'où peut venir cette idée? Il est quand même très probable que Marchand connaissait de la sculpture de l'Italie du Nord. Et dans l'exposition, nous proposons un rapprochement avec une très belle estampe d'un graveur italien Campagnola qui lui-même a travaillé probablement à partir des grandes sculptures de l'Italie du Nord de la fin du XVe, où on retrouve un certain nombre de procédés que je viens de vous décrire, les morceaux de corps exposés, le rapport au drapé. Il y a même des détails qui sont communs, comme ce nœud très particulier de la ceinture placé en hauteur qu'on trouve sur de nombreuses sculptures, donc Italie du Nord, Florence, fin XVe siècle. Alors, est-ce que Marchand les a connus parce qu'il est allé en Italie? Est-ce qu'il les a connus par des copies? Est-ce qu'il les a connus par le biais des gravures qui elles-mêmes en étaient inspirées? La question, elle, est bien sûr totalement ouverte, mais dans tous les cas, on a ici une œuvre qui est extrêmement personnelle, parce que la manière dont les références sont réassemblées n'a pas beaucoup d'équivalent ailleurs. Je crois que c'est une œuvre, une fois qu'on l'a vue une fois, on la mémorise, on la reconnaît, et c'est ce qui en fait vraiment un des chefs-d'œuvre de la sculpture de la Renaissance française.